Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur une campagne présidentielle française très suivie à l'étranger. Il y a les habituels bookmakers qui parient sur les différents candidats et puis les marchés financiers de plus en plus nerveux dans un contexte de fortes incertitudes. Tous scrutent l'élection française. Débat à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Et puis cette question qui concerne encore la campagne, mais où sont passés les sujets de fond? Les thèmes qui nous touchent tous sont relégués au second plan, derrière les affaires, les attaques et les polémiques. Alors à qui profite cette situation? Sur ce sujet, le match des idées opposera tout à l'heure Hervé Lebras, démographe, chercheur, au journaliste et écrivain Denis Tillinac. Enfin, un peu de musique dans ce monde et plus largement de culture. Que proposent vraiment les candidats sur ce sujet? Quelle politique culturelle pour notre pays? Nous en parlerons avec mon invité Jean-Noël Tron à la tête de la puissante SACEM, la grande coopérative regroupant compositeurs et éditeurs de musique. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre pour vos réactions et questions. C'est le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est l'information de la soirée. Les députés britanniques ont largement adopté en première lecture le projet de loi du gouvernement. Ils donnent ainsi à la première ministre Theresa May le pouvoir de déclencher le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le texte doit maintenant être examiné par la Chambre des Lords qui devrait l'adopter. Justice. 10 mois de prison avec sursis pour l'un des 17 jeunes jugés en comparution immédiate en Seine-Saint-Denis, notamment pour des faits d'embuscade. Ils ont été interpellés la nuit dernière dans plusieurs communes du département. Situation en revanche globalement plus calme à Aulnay-sous-Bois pour la première fois depuis samedi, malgré quelques feux de voiture. Le jeune Théo est lui toujours hospitalisé. Hier, il a appelé les jeunes de son quartier à ne pas faire la guerre et à rester unis. Économie. La Cour des comptes a publié son rapport annuel. Elle dénonce de graves dérapages, notamment sur l'écotaxe. Pour l'institution, l'abandon de cette mesure représente un échec de politique publique. C'est un abandon coûteux pour les finances publiques. C'est 1 milliard minimum. Il y a encore des interrogations sur des contentieux qui restent pendants. Et puis la compensation de la recette qui n'est pas venue ne correspond pas aux objectifs initiaux. François Fillon. François Fillon poursuit sa campagne. L'ex-premier ministre était à Juvisy-sur-Orge en fin d'après-midi. Un déplacement centré sur la sécurité et le soutien aux forces de l'ordre. Avec un objectif, revenir sur les sujets régaliens et tourner la page des affaires qui le plombent depuis 2 semaines. Au Sénat. Alors que l'incertitude plane sur le contrat de 15 rames TGV pour sauver le site de Belfort, le PDG d'Alstom était auditionné ce matin au Sénat. Il a dit faire confiance au gouvernement pour qu'il respecte ses engagements. Moi, je fais toute confiance au gouvernement pour respecter ses engagements. Et de notre côté, comme vous l'avez dit, nous avons commencé à mettre en œuvre les nôtres de diversifier le site de Belfort. Diversifier à la fois sur le service, diversifier aussi, et je reprends ce que vous dites, sur les différents produits, puisque nous avons relancé ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre. International. Le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967, y compris Jérusalem-Est. Cette loi est contraire au droit international. Nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine.
Et dans l'actualité, les regards sont tournés vers la présidentielle française, y compris à l'étranger. C'est vrai en particulier pour ceux que l'on appelle les bookmakers, vous savez, ces parieurs qui misent sur les différents candidats. Mais c'est aussi vrai surtout pour les banques étrangères et les marchés financiers. Tous imaginent ce qui pourrait arriver en mai prochain, avec déjà peut-être des conséquences sur notre économie. On va en parler avec nos invités ce soir. Marc Landré, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes rédacteur en chef et responsable du service Économie France au Figaro. On est ravis de vous accueillir. Avec nous également ce soir Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Chef économiste auprès du groupe de protection sociale Humanis. À vos côtés Thomas Porcher, bonsoir. Bonsoir. Économiste, co-auteur du livre Introduction inquiète à la Macron économie. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors mesdames, messieurs, avant d'évoquer l'intérêt des banques étrangères et des marchés financiers pour la présidentielle française, on va s'arrêter un moment sur un autre phénomène, les parieurs, les bookmakers, qui s'en donnent à cœur joie avec notre présidentielle. On voit tout cela avec Julie Hulin. Les Britanniques parient sur tout, du football à la famille royale jusqu'à la présidentielle française. Une élection qui passionne outre-Manche, d'autant plus depuis les révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon. Si François Fillon faisait jusqu'ici la course en tête, sa cote a dégringolé ces derniers jours. Emmanuel Macron est désormais le favori, suivi de Marine Le Pen. La candidate du Front National qui pourrait même, selon les bookmakers, évincer François Fillon dès le premier tour. Très réactifs, les sites de Paris ont même réintégré dans la course des candidats comme Alain Juppé, François Baroin et Nicolas Sarkozy. Depuis sa conférence de presse lundi, la cote de François Fillon est légèrement remontée. Mais les paris ne lui donnent que 20% de chances de remporter la présidentielle, loin, très loin des 56% du début d'année. À 2 mois et demi de l'élection, les jeux ne sont pas encore faits, mais les Anglais aiment à dire que les bookmakers se trompent moins souvent que les sondeurs. En tous les cas, tout est possible, mais une chose est sûre, Marc Landré, c'est que notre présidentielle, elle a la cote chez les bookmakers. Il faut bien qu'elle ait la cote quelque part, au moins là-bas, et notamment à Londres. C'est sûr qu'il y a une telle incertitude et il y a un tel, bouleversement dans tout ce qu'on a connu dans le monde politique en matière de présidentielle que au moins ça fait le bonheur des bookmakers anglais, tant mieux. Est-ce que c'est devenu quasiment une habitude, Jean-Luc Gombaud? Est-ce que vous trouvez ça amusant? Peut-être pas, non pas choquant, pas du tout, mais est-ce que c'est un phénomène qui est à la marge ou est-ce que ça devient vraiment une habitude, comme les sondages, de voir les bookmakers et leurs paris? Si, c'est quand même un jeu. Oui, ça reste un jeu. Ça reste un jeu d'argent dans lequel vous engagez vous-même votre argent, ce qui n'est pas tout à fait le cas des sondeurs, qui peuvent perdre peut-être 1 ou 2 clients, mais fondamentalement, quand vous jouez sur Fillon et qui perd, vous perdez votre argent. Ce qui est intéressant chez Fillon, c'est qu'il y a, au lendemain des primaires, si vous mettiez 1 euro sur Fillon et qu'il gagne, vous gagnez en fin de compte 1,50 €. Donc ça veut dire qu'ils étaient vraiment persuadés que Fillon allait gagner. Et puis la semaine dernière, si vous mettiez 1 euro sur Fillon, vous en gagnez 6 si jamais il gagnait. Donc l'incertitude était là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus votre cote monte, en réalité, plus votre cote baisse. C'est ça comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, si vous mettez 1 euro, vous gagnez 4 euros si Fillon gagne. Donc sa cote remonte d'une certaine façon puisque les gains sont... Mais ce qu'on remarque effectivement, c'est la montée de la cote de Macron et qui arrive où en fait on parie non pas sur le deuxième tour comme le font les sondeurs, on parie sur le gagnant final. Et le gagnant final apparaît comme de plus en plus être Macron. Mais maintenant, est-ce que ces gens ils connaissent quelque chose? J'ai vu que Bayrou, par exemple, ce matin, il était à 100. C'est-à-dire que si vous mettez 1 euro, il a tellement peu de chances de gagner que vous en gagnez 100. Mais franchement, on est quand même véritablement dans le jeu. Cela dit, ces gens-là intègrent les sondages, intègrent les gens avec qui ils parlent, intègrent avec les gens qui téléphonent. Donc, c'est quand même assez significatif. Enfin, dernier point, ils avaient tous parié que le Brexit, les gens voteraient non, et ils ont voté oui. Voilà, bon, ça déjà, ça donne quand même un sacré coup de canif à ces paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Porcher? Quel est votre regard? C'est vrai qu'ils intègrent les sondages, c'est vrai qu'ils intègrent beaucoup de données qui sont également factuelles. Oui, c'est le concours de beauté, quoi. Donc voilà, il y a un jeu, on parie sur celui qui risque de gagner, mais comme vous l'avez dit, et très justement, c'est que en fait, ils ne connaissent pas le ressenti de la population. Non. Et déjà, les sondeurs ont de plus en plus de mal aujourd'hui à vraiment tracer ce qu'est le ressenti des populations. Et encore moins des populations dans leur grande diversité entre les mégalopoles et les populations périphériques. Et donc c'est très difficile aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que coup sur coup, les sondages se sont trompés avec Trump,
le Washington Post disait en septembre qu'il y avait 0% de chance que Trump gagne l'élection américaine. Ils se sont vraiment trompés. Ils se sont aussi beaucoup trompés avec le Brexit. Donc aujourd'hui, y compris, moi je me méfie beaucoup des sondages et je me méfie énormément encore plus de ce type de paris qui sont vraiment de l'ordre du concours de beauté et du jeu, mais qui n'ont rien pour moi de sérieux. Bien sûr, on va rapidement les laisser de côté pour aborder dans quelques instants les marchés financiers vraiment et les banques étrangères. Mais encore un mot, Stéphanie Villers, parce que ça montre quand même un engouement, une appétence, un appétit en tous les cas pour notre présidentielle, et peut-être aussi une volonté d'anticiper ce qui va se passer en France. Oui, et puis aussi de gagner, parce que l'idée c'est faire un pari gagnant, et ça peut aussi influencer les marchés financiers, et notamment les investisseurs étrangers qui investissent massivement sur notre dette. 60% des détenteurs de dettes sont des investisseurs étrangers. Donc forcément, ils regardent aussi les résultats de ces paris. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a un peu une panique à bord depuis l'histoire Fillon, parce qu'ils se disent que Marine Le Pen, c'est possible. Maintenant, c'est dans le domaine du possible. Et on a vu un effet direct sur les taux d'intérêt français à 10 ans, qui ils sont en train d'augmenter. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors justement, parlons de ces taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle, vous allez tout nous expliquer, Marc Landré, le spread français qui mesure l'écart de coût de financement entre Paris et Berlin, la France et l'Allemagne. Il est au plus haut depuis 2012. On nous dit attention, c'est grave. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est grave ? Et qu'est-ce que ça signifie surtout ? Ça signifie que les investisseurs étrangers, lorsqu'ils achètent de la dette d'un État, font beaucoup plus confiance à l'Allemagne qu'à la France. Puisque le spread, effectivement, la différence entre les taux à 10 ans d'intérêt en France et en Allemagne sont de l'ordre de mémoire, ça doit être 70 points de base, en fait, ça fait 0,7%. Et c'est 6 fois plus qu'il y a quelques mois. Ça veut dire qu'on fait beaucoup plus confiance à l'Allemagne pour rembourser sa dette qu'à la France. Et surtout, ça veut dire qu'il y a une très forte incertitude, beaucoup plus en France, quant à la donne politique qu'en Allemagne. Il y a des élections en Allemagne. Effectivement, on va voir entre Schulz et Merkel, la donne semble un petit peu moins stable qu'il y a quelques mois. Mais en tout cas, l'incertitude est moindre qu'en France, où effectivement toutes les cartes ont été rabattues. Et c'est très drôle, quand il y a des roadshows qui sont faits à l'étranger par des investisseurs, la question qu'ils posent... Des roadshows. C'est-à-dire, expliquez-nous comment ça se passe un roadshow. Par exemple, lorsque un détenteur de dette cherche à se faire financer sa dette, il fait des roadshows financiers. Il va à l'étranger auprès d'investisseurs pour lui vendre la dette qu'il a à lui proposer. Et en ce moment, dans les roadshows, la seule question qui est posée par les investisseurs étrangers, c'est est-ce que Marine Le Pen a une chance de gagner la présidentielle? Ce sont des questions qui n'étaient jamais posées auparavant, jamais, et c'est la première fois, surtout depuis le Penelope Gate, que cette question arrive sur la table et que la question se pose et que l'interrogation est forte de la part des financiers. Ça veut dire que l'incertitude, effectivement, elle est maximale, et 2, on voit effectivement que ça a un effet sur les taux d'intérêt qui remontent, et donc on va payer plus cher notre dette, et on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a aussi une conséquence qu'a identifiée la Cour des comptes ce matin par rapport à la charge des intérêts. C'est très intéressant parce que pendant que nous, les journalistes, on attend de voir l'impact sur l'opinion publique des dégâts politiques de ces affaires Fillon, vous nous dites ce soir, Jean-Luc Gombault, que déjà, je ne vais pas dire les dégâts, mais en tous les cas, les conséquences, on les voit puisque l'écart s'est creusé davantage depuis les déboires et l'affaire de François Fillon. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'évolution des taux d'intérêt et il y a le problème du spread dont vous parliez à l'instant. Il y a une montée légère des taux d'intérêt dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tendance à la hausse des taux d'intérêt. Donc on ne peut pas dire simplement qu'il y a une incertitude française qui renforce le problème du différentiel entre les taux d'intérêt allemands et les taux d'intérêt français, mais nous sommes dans un bain d'incertitude mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous ajoutons notre grain de sel à une incertitude générale, l'incertitude sur Trump, l'incertitude sur le Brexit. Vous parliez des élections à l'instant, nous allons avoir des élections au mois de mars aux Pays-Bas que vont faire, et là aussi, les populistes. Ensuite, nous arrivons à l'élection française au printemps, et puis à l'été, nous avons les élections italiennes qui risquent d'être assez secouées également, et en septembre, à l'automne, nous avons les élections allemandes. Donc il y a actuellement des nouvelles inquiétudes qui se fassent sur la Grèce. Pour rester sur les questions économiques, il y a vraiment des points d'interrogation sur la situation financière intérieure chinoise qui posent de sacrées questions. Donc on est dans un climat général d'incertitude. Et effectivement, avec la question qu'on peut se poser, est-ce que est-ce que Mme Le Pen a ses chances? Effectivement, on va parler d'Emmanuel Macron aussi, parce qu'il est... Alors généralement, les bookmakers et tout le monde, les sondages montrent que ce serait Macron qui l'emportera au final, mais je tire l'attention sur le fait suivant, c'est que si c'est M. Macron, nous sommes devant un candidat
je dirais, populaire, mais dont on ne connaît pas le projet. Si c'est M. Fillon, nous serons devant la victoire d'un candidat impopulaire dont on connaît le projet. Et dans les deux cas, ça pose quand même un certain nombre de questions sur l'incertitude. On va parler de ces questions. Je voudrais simplement vous faire écouter le sentiment, les propos du commissaire européen français, Pierre Moscovici. Alors lui, il dit que l'Europe observe vraiment avec une certaine inquiétude, dit-il, la présidentielle française. La France est un pays central en Europe. La France est un pays décisif. La France est un pays cœur. Cette élection, elle est majeure. On attend de savoir qui sera le prochain président et ce qu'il fera. Et il y a, c'est vrai, une inquiétude en Europe, une inquiétude à Bruxelles, que je ne partage pas complètement, je l'avoue, mais qui est là. Ouais. La question, c'est Marine Le Pen. Thomas Porcher, j'entends déjà certains qui vont dire non mais l'Europe, ça suffit, l'Europe elle va également surveiller notre présidentielle, également mettre le nez dans nos affaires politiques. Alors, déjà, première chose, moi je suis très inquiet si Marine Le Pen gagne. Je ne suis pas inquiet à cause des taux de long terme, je suis inquiet pour ce qu'elle va proposer, notamment... les citoyens choisiront. Et exactement, mais c'est ça qui m'inquiète principalement, c'est l'impact que ça aurait sur les Français, pas la hausse des taux. C'est vrai qu'il y a une hausse des taux, là, un peu plus élevée que d'habitude. Je pense qu'il faut le lisser avec l'inflation. Il faut regarder qu'on a un peu plus de taux de croissance également. Hein. Donc, il n'y aura pas d'effet de boule de neige sur la dette. Et puis, à un moment, il y a plein de pays qui vont mal autour de nous également. Donc, les détenteurs de notre dette, ils ne vont pas aller prendre de la dette. Enfin, là, il y a le Brexit, il y a Trump. Ils ne vont pas aller prendre, je pense, de la dette grecque ou de la dette hongroise. Ils préfèrent quand même avoir notre dette au final. Et je tiendrai quand même à dire une chose. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que des gens prennent ça très au sérieux. Parce que les financiers ont choisi Fillon comme candidat parfait pour que les taux n'augmentent pas. Mais Fillon, il propose une cure d'austérité. Donc pour les financiers, c'est ce qui est bien, qu'il y ait un candidat qui propose une cure d'austérité et de la casse sociale, et donc les taux diminueraient. Moi, j'aimerais quand même qu'on se rappelle pourquoi on est dans cette situation-là. Vous l'avez bien rappelé, 60% de la dette appartient à des étrangers. Mais c'est pas la nature qui a voulu ça, c'est nous qui avons choisi ça. Les Japonais ont 200% de dette, ils ne sont jamais attaqués par les marchés financiers. Parce que la dette appartient, elle est tenue par des Japonais eux-mêmes. Donc nous, on pourrait demain choisir d'émettre des titres de dette qui seraient donnés à des Européens. Et là, on éviterait les attaques spéculatives des marchés financiers qui attaquent des États comme ça et qui augmentent des taux d'intérêt subitement, comme la Grèce a subi et qu'on ne subira jamais. À ce niveau-là, évidemment. À ce niveau-là, évidemment. Maintenant, sur l'Europe, vous l'avez bien dit, il y a des pressions des pays européens, il y a eu des pressions sur le Royaume-Uni, etc. Enfin, moi, je pense que ces pressions-là n'ont pas une grande importance. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il y a un président qui est élu, qu'il fasse comme François Hollande l'a fait, c'est-à-dire qu'il promette une alternative économique, mais qu'il ne change pas au final. Et ça, c'est très grave pour la démocratie, quand vous avez des différents partis qui sont élus, mais que vous n'avez pas de possibilité d'alternative économique à cause de la pression des marchés financiers et de la Commission européenne. On va parler de ces pressions. Je vous voyais, vous n'étiez pas d'accord sur le début de l'argumentaire. Oui, les marchés financiers, en fait, je pense qu'au contraire, ils se foutent un peu du résultat des élections. Si c'est Fillon-Macron, on a bien vu avec l'élection de Trump ou même le Brexit, ça n'a pas bougé. Ce qu'ils craignent, c'est... Alors qu'on avait annoncé l'apocalypse quand même. Mais pas sur les marchés financiers. Mais ce qu'ils craignent d'abord, c'est l'élection de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que ça signifie la sortie de la zone euro. Donc effectivement, ces détenteurs de dettes qui voulaient placer leur épargne, c'est bien ça, hein, pour financer la dette française dans un espèce d'havre de stabilité, vont se retrouver avec peut-être du papier qui ne vaut plus rien. Donc c'est pour ça qu'ils paniquent et qu'ils partent. Donc c'est pas... Et puis des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire des impôts pour les Français plus tard, parce qu'il faut bien les financer. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Ah, c'est concret. On est bien obligé de regarder ça, parce que déjà ça va limiter la capacité du prochain gouvernement dans sa politique budgétaire. Et puis derrière, des taux d'intérêt 100 points de base de hausse des taux, c'est à peu près sur la première année, puis après c'est cumulatif, c'est 3 milliards d'euros de plus sur la charge de la dette. C'est ce que dit le commissaire aux comptes, Didier Migaud. On va parler de la politique budgétaire, justement, avec le rapport de la Cour des comptes. Encore un point, parce qu'il y a quand même des choses opaques, Marc Landré. Les analystes de certaines banques, dont la banque JP Morgan, ont les yeux vraiment rivés sur notre présidentielle. Il paraît, peut-être que vous pourrez nous le confirmer, eh bien qu'ils suivent ça au jour le jour, sondage après sondage, évolution après évolution. Ils conseillent ainsi leurs clients. Pourquoi tant d'attention quand même de la part de ces banques ? Parce que l'issue de la présidentielle, comme on le disait tout à l'heure tous, n'a jamais été aussi incertaine. C'est la première fois qu'à 3 mois, je dis bien qu'à 3 mois du premier tour, on ne sait pas quels seront les qualifiés et surtout, on ne sait pas quels sont les programmes, en tout cas de celui qui est le plus favori aujourd'hui, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et JP Morgan, notamment, s'inquiète de ça, c'est que le favori de la présidentielle Vous confirmez que la banque vraiment... Oui. Et JP Morgan s'inquiète d'une victoire d'Emmanuel Macron qui est, comme vous le disiez, très populaire, mais dont on ne connaît absolument pas grand-chose du programme. Et
Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y a une note qui a été publiée le 31 janvier, précisément de l'Institute of International Finance. C'est un puissant lobby financier qui regardait un petit peu quelles seraient les conséquences en France d'un second tour entre Marine Le Pen et François Fillon. Bon, c'était après le Penelope Gate, mais quand même, il voyait François Fillon au deuxième tour. Et il se disait, et ce lobby financier disait, il n'est pas totalement certain que les électeurs de gauche votent François Fillon, parce qu'entre le protectionnisme nationaliste de Marine Le Pen et le néolibéralisme un petit peu autocrate de François Fillon, ils préféreront la première version et donc pourraient aller voter massivement pour Marine Le Pen. Et c'est ça que les marchés financiers aussi ont peur, c'est qu'en cas de duel Fillon-Le Pen, la gauche ne se reporte pas forcément sur François Fillon, qu'il faut dire aujourd'hui qui est totalement détesté, y compris à gauche. Jean-Luc Gombault, je vais vous laisser réagir, mais c'est une hypothèse aujourd'hui qui est intégrée, c'est important de le savoir. Pour donner un chiffre, parce que pour dire pourquoi regarde-t-il si attentivement. Cette année, la France va lever 280 milliards d'euros sur les marchés financiers pour refinancer sa dette sur les 900 milliards que va lever l'ensemble des pays de la zone euro. Donc il y a un paquet d'argent, de demandes de 280 milliards. Et le problème pour ces gens-là, c'est de dire à leurs clients, oui ou non, vous achetez. C'est sur des sommes quand même assez importantes malgré tout. Et donc à partir de là, on comprend leur attention. Moi, je voudrais dire que enfin, tout ce qui se passe là n'a rien de grave. Je pense que on a là, souvent on est un peu précipité pour dire attention parce que ça bouge d'un point de base. Je suis d'accord, c'est 3 milliards. Mais enfin, je veux dire... Qu'est-ce que c'est 3 milliards on est aussi sur un titre spéculatif. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça peut être quelque chose de très à court terme. On voulait juste comprendre la mécanique, en fait, le système. Sûr, pourquoi tant d'attention? Parce que vous le dites, c'est la première fois qu'une présidentielle comporte autant d'incertitudes, de surprises. Tout à fait, globalement. C'est ça. Et je repose ma question quand même, parce que ceux qui nous regardent, ils peuvent se demander, Stéphanie Villers, ça peut paraître choquant que les marchés, les banques étrangères vraiment se penchent autant sur notre présidentielle. Est-ce que c'est le cas pour les autres pays ou est-ce que la France, parce qu'elle est comme l'Allemagne un moteur de l'Europe, c'est un pays particulier qu'il faut surveiller? Tant mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'on intéresse effectivement l'ensemble, le reste du monde sur ce qui va se passer. Et aussi, on est un couple et on est une zone euro. C'est pas uniquement la France qu'on regarde, c'est la suite. Qu'est-ce qui va advenir de cette zone avec ce Brexit, avec Trump et son protectionnisme? Il va falloir effectivement donner des réponses. Et effectivement, là, on est dans une espèce de période de flottement où on ne sait pas avec l'histoire effectivement de Fillon qui redistribue les cartes et qui montre bien que la France peut être bancale de temps en temps sur certains sujets. Mais est-ce qu'on est entré, finalement, Thomas Porcher, dans une nouvelle ère où il faut vraiment intégrer les menaces économiques, informatiques, politiques? Je ne dis pas qu'il y a une tentative de déstabilisation, mais quand même qu'on anticipe tellement une élection comme celle-ci ou une autre, c'est qu'on prête beaucoup d'attention. Donc il faut intégrer ce nouvel environnement aujourd'hui? Je pense sur les marchés financiers, on l'a intégré depuis longtemps. Et je veux dire, on a pratiqué, on a décidé en Europe, dans la zone euro, au moment où les Américains laissaient couler leur déficit pour faire des politiques contracycliques de relance. Nous, on a décidé de casser, de couper, de pratiquer de l'austérité à partir de 2011, ce qui nous a amené à peu près des taux de croissance entre 0 et 0,5 sur la zone euro, qui a fait de la zone euro le grand malade de l'économie mondiale. Et la France a joué le jeu. Alors que, pourquoi elle a joué le jeu, la France? Rien ne se passait, elle avait des taux d'intérêt extrêmement faibles. Mais tout le monde disait, attention, les taux d'intérêt vont augmenter. Attention, on ne peut pas continuer comme ça, ils vont augmenter. On a vu ces 4 dernières années que les taux d'intérêt n'ont pas augmenté. Ça marche alors? Non, mais bien sûr. Je vous pose la question. Mais on a fait de la France un malade imaginaire. Et ça a arrangé tout le monde. On a fait de la France un malade imaginaire en disant attention, les taux d'intérêt vont augmenter. Mais les taux d'intérêt, ces 4 dernières années, ils nous suppliaient de faire de la relance économique. C'est ça la réalité. On avait des taux d'intérêt extrêmement faibles. Les gens adoraient notre dette parce que c'était une dette qui était sûre. Vous faites sourire, Marc-André, Jean-Luc Gombault qui vont répondre. Moi, je regarde les taux d'intérêt. Là, ils augmentent un petit peu. C'est vrai, mais encore une fois, on a un peu plus de croissance que d'abitude. Et on a un taux d'intérêt réel en prenant l'inflation. Non, mais en Allemagne aussi, il y a de la croissance. Les taux d'intérêt ne manquent pas du tout. Ils sont à 0,3, lorsque nous, c'est à 1,1. Donc, il faut arrêter de croire que tout va bien chez nous. Non, quand même, en 6 mois. Ouais, voilà. Alors, si vous placez vos capitaux en Allemagne, vous la placez en France, mais il n'y a pas énormément de choix pour les placer. Enfin, réellement, on fait partie des 5 pays les plus sûrs au monde. Et ces 4 dernières années, dites-moi pas que les taux d'intérêt étaient élevés. Ils étaient élevés ces 4 dernières années? Ils ont baissé, oui, petit à petit. Attendez, oui. vous dites... Est-ce que ça doit effectivement justifier que la dépense publique s'emballe? Quand les taux d'intérêt sont faibles, normalement, ils nous supplient pour faire de la relance, de l'investissement.
permis. Thomas Porcher vous dit, selon lui, que la France n'est pas du tout le malade, est un malade imaginaire en tous les cas de l'Europe. Ce qui n'est pas imaginaire ni fictif, attention aux mots, parce que les mots fictifs en ce moment, c'est le rapport de la Cour des comptes. Il a été remis, on va le détailler, c'est important, il concerne notre politique budgétaire, il a des conséquences concrètes sur notre quotidien, mais on va d'abord écouter les explications cet après-midi aux questions d'actualité au gouvernement du Premier ministre Bernard Cazeneuve qui s'est défendu vigoureusement de tout laxisme budgétaire. La Cour des comptes a des interrogations pour 2017. Mais monsieur le député, elle avait exactement les mêmes interrogations pour 2016. Et alors même que nous avons dû, pour des raisons qui tiennent notamment au terrorisme, augmenter les effectifs des forces de sécurité, faire des efforts supplémentaires pour leur permettre de faire face à la situation et assurer la sécurité des Français, on constate en 2016 que les objectifs que nous nous étions assignés à nous-mêmes sont atteints. Ils le seront en 2017 et ils le seront en 2018. Grâce à l'action de Michel Sapin, grâce à l'action de Christian Eckert, qui ont sur ces sujets toujours été dans la transparence et la plus absolue rigueur. Alors, il le dit avec de la force dans la voix, mais Marc Landré, on a pris nos calculatrices, on a sorti les crayons et selon les experts des finances publiques qui se sont penchés sur le budget 2017 du gouvernement, eux, ils n'y croient pas du tout, ils ne croient pas dans ces prévisions du gouvernement. Vous allez me dire, c'est pas la première fois. C'est pas la première, ce ne sera pas la dernière. Ce sera pas la dernière. C'est un peu le rôle de la Cour des comptes que d'être suspicieuse et de regarder effectivement au scalpel l'évolution des dépenses, l'évolution des recettes et de voir si on fait bien rentrer des ronds dans des carrés. Il se trouve que Bernard Cazeneuve a raison. L'année dernière, la Cour des comptes et Didier Migaud, le premier président de la Cour, Didier Migaud, faisait exactement les mêmes critiques et les mêmes remarques. La baisse du déficit ne serait pas atteinte. Pourquoi ? Parce que les recettes étaient surestimées et que les dépenses étaient sous-estimées. Au final, c'est vrai que c'est plutôt rentré dans les clous. Mais au titre d'artifice comptable, dénoncé par la Cour des comptes, d'anticipation de recettes, de cavalerie sur les dépenses. Donc ce qui fait qu'en vérité, le gouvernement, l'État, le Bercy a joué sur les comptes, a joué sur les différentes lignes de rentrée et de dépenses pour la sécurité sociale, pour la sécurité sociale, pour les recettes. Voilà. Et ça, mais vous me dites les mots cavalerie, artifice, ça nous fait peur. Nous, normalement, ça c'est, c'est pas digne d'un État que ça soit pratiqué. C'est toujours pratiqué. C'est pratiqué aujourd'hui par la gauche. Donc tout ça est normal. Hier par la droite. Les indignés partout. Faut pas s'indigner de cela, Jean-Luc Gombault, c'est normal. Ça se pratique couramment, je veux dire. M. Sarkozy aussi est spécialiste de cette affaire. Non, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que tout ça n'a aucune importance. Tout simplement parce que ce budget éclatera aux prochaines élections. Même dans les projections de M. Fillon, nous arriverons pratiquement à 4% de déficit 3, à l'année. 3,5. Parce qu'il a rabaissé un petit peu. Donc, nous, de toute façon, si c'est M. Hamon, si c'est Mme Le Pen, j'en parle pas. Donc, de toute façon, la défense de M. Cazeneuve est une défense tout à fait légitime sur le plan politique. En plus, pendant la campagne, il n'y a même personne pour défendre le bilan et le budget 2017, puisque M. Hollande a renoncé à se présenter, donc il ne pourra même pas le défendre. Donc, en réalité, et quant aux avertissements de la Cour des comptes, comment est-ce que je pourrais dire les choses sans heurter personne? Non, allez-y, franchement. On s'en moque tous un petit peu, je veux dire. Très bien. Ça facilite la tâche pour mener le débat. Je vous remercie, mais ça fait plaisir à Thomas Porcher, parce que vous êtes constant là-dessus. Vous nous dites depuis des années, d'ailleurs, que c'est un totem. On s'accroche en fait à des vieilles lunes avec le 3%, la politique budgétaire et tout cela. Aucun article académique dit qu'il faut que ce soit 3% plutôt que 3,5. C'est faux. On a fixé ce seuil à 3% comme ça. Le déficit a été réduit quand même sous le quinquennat, disons-le. Il a été réduit sous le quinquennat. On n'a pas eu de croissance, on n'a pas eu moins de chômeurs. Au contraire, on a eu plus de chômeurs. Et comme je l'ai dit, les États-Unis ont laissé couler leur déficit pour financer leur relance. Et eux, ils ont retrouvé la croissance et l'emploi et ils ont réduit ensuite leur déficit. Je rappelle budgétaire aussi. Je rappelle autre chose. C'est que notre dette, elle était à 65% du PIB jusqu'en 2008. En 2009, elle est passée à 79% du PIB. Pourquoi ? Parce qu'on a injecté des sommes massives, des centaines de milliards, pour renflouer les marchés financiers qui aujourd'hui nous attaquent. Pourquoi ? Parce qu'ils accusent grosso modo les pompiers d'avoir provoqué une inondation. C'est complètement fou cette histoire. Donc vous voyez, c'est pour ça que la dette a explosé principalement à cause de la crise de 2008, qui a créé une récession et donc moins de rentrées fiscales et plus de prestations sociales parce qu'il y avait plus de chômeurs. Les 1,5 million de chômeurs que l'on connaît en plus depuis 2008, ils n'ont pas été sortis d'un chapeau comme ça. Ils sont dus à la crise économique et ça crée des prestations sociales, donc ça crée des déficits publics et de la dette. Et ça, il faut le rappeler. Stéphanie Villard, c'est un système qui marche sur la tête, comme le décrit Thomas Porcher.
Après, si je regarde moi juste un jugement purement économique, hein, effectivement les déficits publics se sont un peu réduits depuis le quinquennat, mais la Cour des comptes, elle nous dit, hein, elle a étudié ça, elle nous dit c'est essentiellement dû à la baisse de la charge de la dette. Donc c'est essentiellement dû à 40%. Voilà, à la baisse des taux d'intérêt. Donc c'est pas lié à un effort, comme vous dites, de structurel où on a diminué nos dépenses publiques, où on s'est vraiment serré la ceinture. C'est pas vrai. On s'est pas serré la ceinture. Alors on a continué à un niveau de dépenses publiques qui a évolué bon an mal an, mais on se retrouve quand même avec plus de 50% du PIB de dépenses publiques. 57, oui. Et voilà, on n'a rien fait et il n'y a pas de croissance pour autant. Hein. On ne peut pas dire que la dépense publique aurait permis ou a permis de relancer la croissance. Depuis 2008, la dépense publique a soutenu la croissance parce que tous les indicateurs du PIB s'écroulaient. Vous savez, 57% de dépenses publiques ne veut pas dire qu'il reste 43% pour le privé, vous le savez. Hein. La dépense privée, c'est 200% du PIB. C'est juste une mesure que l'on compare par rapport au PIB. Et je vais vous dire une autre chose. 50% de cette dépense publique profite au secteur privé. Vous avez dans la dépense publique ce qu'on appelle les prestations et transferts, dont le CICE fait partie, qui augmentent la dépense publique. C'est important aussi de le dire. Mais pardonnez-moi, Jean-Luc Gombault, j'ai l'impression que vous regardez, vous buvez presque les paroles de Thomas Porcher, alors que depuis des années, vous me dites l'inverse. Je suis un peu troublée. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne les bois pas. Non, il y a un débat. Oui, il y a un vrai débat entre les économistes, entre les différents pays d'Europe. Il y a une réunion des pays méditerranéens qui disaient assez d'austérité. En fin de compte, ce n'est pas quelque chose qui est pas tellement profitable. Donc il y a un débat qui est réel et c'est vrai que les économistes sur cette affaire se partagent, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc il y a véritablement les questions sont toutes sur la table. Et ce serait bien qu'elles se posent à l'occasion de cette présidentielle. J'allais vous demander, est-ce que ce sera l'heure ou l'occasion d'une clarification en mai 2017 en fonction des candidats? Alors moi je ne pense pas, malheureusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la première fois, cette présidentielle, alors on avait exagéré dans un sens, il n'y a pas de chiffres. C'est-à-dire que monsieur... Alors, Fillon. Oui, Fillon. Exact. Non, bien sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, candidat qui, s'il est élu, impopulaire, mais avec un projet. Etc. Mais si vous prenez M. Hamon, je suis désolé, il va peut-être le préciser, mais c'est un peu n'importe quoi au niveau du chiffrage, n'est-ce pas? Au niveau du chiffrage. Quant à M. Macron, il ne dit pratiquement rien, et quant à Mme Le Pen, etc. Donc, on est dans l'imprécision générale, sans qu'il y ait chez chacun une philosophie de politique économique. Malgré tout, est-ce qu'il faut s'attacher à une religion du chiffre? Je vous cite, vous avez beaucoup de réactions, celle de Stéphane Bobin qui vous dit, vous citez beaucoup de chiffres, il y a un chiffre qui augmente toujours sans que personne ne s'en inquiète ni l'analyse, c'est l'abstention. Bon, c'est une remarque... C'est le nombre de chiffres. Exactement, c'est le nombre de chiffres. Mais est-ce que tous ces chiffres dont on vient de parler, la dette publique, le taux, le spread, les menaces, etc., est-ce que ce sont vraiment des sujets qui vont être au cœur de cette présidentielle ? En tout cas, ils vont l'être plus, ils le sont déjà plus, hors Pénélope Guette, qui a tout bouleversé, mais les chiffres et l'économie, il l'est beaucoup plus que ce que le pensaient les principaux candidats, qui anticipaient plutôt une présidentielle sur les questions identitaires ou sur les questions sécuritaires. Et on voit que ce qui préoccupe les Français, et c'est normal, c'est les questions économiques et sociales, et le seul chiffre qui compte véritablement pour quelqu'un qui Même si la sécurité reste parmi les priorités des Français. Bien sûr, mais ce n'est pas la première. La première, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent, suffisamment de pouvoir d'achat, moi en tant que père ou en tant que mère, pour acheter un beefsteak à mettre dans l'assiette de mes enfants. C'est ça, je veux dire, ce qui conditionnera le bulletin de vote des électeurs au mois de mai, c'est quel candidat me permettra d'acquérir plus de pouvoir d'achat pour donner à manger à mes enfants. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas le niveau du spread, c'est pas le niveau des taux d'intérêt français par rapport au taux allemand ou le taux de change français par rapport au dollar ou par rapport au yen. C'est pas ces questions-là qui vont avoir un impact. En revanche, ces indicateurs-là vont avoir un impact sur la situation économique de la France et cette situation économique aura un impact sur l'évolution du pouvoir d'achat des électeurs. Et tout cela en fonction du candidat qui sera choisi en mai prochain. Stéphanie Villers, je l'ai rappelé tout à l'heure en vous présentant, vous êtes chef économiste auprès d'un grand groupe de protection sociale humaniste. Est-ce qu'auprès de votre groupe, on fait la même chose que pour ou les bookmakers ou les banques étrangères, etc. Est-ce qu'on calcule les différentes hypothèses? Est-ce que vous voyez, si c'est Marine Le Pen, qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron, François Fillon, etc. Est-ce que vous le faites aujourd'hui dans ce grand groupe? Alors, en tout cas, on ne fait pas de paris, c'est sûr. Non, ça j'ai bien compris, surtout que c'est illégal, c'est pas le moment de l'annoncer.
officiel. C'est interdit. Pas officiel. J'imagine que les hypothèses sont sur la table et que vous les mesurez de manière Bien sûr, précise. avec des craintes, mais effectivement aussi avec, comme vous dites, beaucoup d'incertitudes, parce qu'il nous manque des programmes. Il nous manque des programmes et des chiffres pour avoir évalué vraisemblablement ce qui risque d'arriver. Et contrairement à ce que vous pensez, moi je pense que les mouvements sur les taux d'intérêt, c'est pas anecdotique, parce que si c'est le début en fait d'un mouvement qui s'enclenche, et si ça continue, eh bien rappelez-vous la Grèce, ça a mal fini. Donc il faut quand même regarder, il ne faudrait pas qu'il y ait une désaffection totale, parce que qu'est-ce qui se passe là pour l'instant? C'est les étrangers qui partent, les taux d'intérêt augmentent. Eh bien, ce sont maintenant les investisseurs français qui se disent on va plutôt aller vers l'Allemagne parce que ça peut continuer à augmenter. Donc en faisant ce mouvement de retrait, en le plaçant ailleurs, eh bien ça va encore amplifier le mouvement de taux d'intérêt. Donc là, il faut faire quand même. Vous avez raison de nous avertir, mais vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Après le Brexit, on nous avait dit qu'il y aurait tellement de conséquences, comme elles n'ont pas eu lieu. Et bien là, on se dit finalement, on est protégé, tout va bien. C'est ça le problème. Quand on tire plusieurs fois la sonnette d'alarme, parfois elle ne marche plus. Là, vous pensez risque, qu'il faut faire attention. Oui, là, je pense qu'au contraire, là, les marchés financiers se disent le Brexit, on n'y croyait pas, ça a été Trump, on n'y croyait pas, et bien ça a eu lieu. Marine Le Pen, c'est possible, et ça fait augmenter les taux. Oui, mais conclusion, la meilleure preuve, c'est vraiment que les taux d'intérêt, qui n'ont pas bougé, qui ont même baissé pendant des années, alors qu'on disait qu'ils allaient augmenter, ils ont fini par augmenter. Aujourd'hui, ils sont 10 fois plus importants. Ils sont 10 fois plus hauts les taux d'intérêt français à 10 ans qu'il y a 6 mois. Et ça n'était pas arrivé depuis des années. Mais il ne se passera jamais ce qui se passe avec la Grèce. La Grèce était 2, 3, 4% à peine du PIB de la zone euro. Nous, on est 20%. Et si ça se passe mal pour nous, ça se passe mal pour la zone euro. Donc l'Allemagne n'a pas intérêt à ce que ça se passe mal pour nous. Et vous verrez que je suis sûr que la BCE sera beaucoup plus accommodante avec nous qu'elle l'a été avec les pays du Sud. Et parce qu'aussi la France reste avec quand même l'Allemagne l'un des moteurs de l'Europe. Voilà pourquoi il y a également autant d'attention par rapport à notre pays et par rapport à notre présidentielle. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission et cette question justement, où sont passés les sujets de fond tels que celui-ci que nous venons d'aborder? Les thèmes qui nous touchent tous, vous l'avez remarqué, sont relégués au second plan. Derrière les affaires, les attaques et les polémiques, alors à qui profite vraiment cette situation? Et bien sur ce sujet, le match des idées opposera dans quelques instants Hervé Lebras, démographe, chercheur, au journaliste et écrivain Denis Tillinac. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Ma colère, elle est contre tous ceux qui ont fait que les Kouachis sont arrivés dans la salle et ont tiré sur tout le monde et notamment sur mon mari. L'objectif, c'est qu'on tende la main à l'autre, qu'on parle d'amour, qu'on se dise bonjour, qu'on arrête ces politiques sécuritaires, alors qu'il faut mettre beaucoup plus de moyens dans la prévention qui est en train de diminuer. Je créerai un cours de religion où, tout petit, on leur parlerait de Socrate, Aristote, Platon, puis on montrait, puis on arriverait au judaïsme, puis au christianisme, puis à l'islam, puis aux Lumières, et que quand ils arriveraient au bac, ils auraient le choix, tout simplement. Ouais. Tous présidents, vendredi à 19h sur Public Sénat. Le Morbihan, c'est des produits de la terre et des produits de la mer. C'est tout le lien du terroir. C'est parti! On va commencer par des huîtres du golfe du Morbihan. Ah, très bien. Ça se voit à l'œil. Elles sont excellentes. Monsieur Fournier, à l'ancienne, c'est une scène toute simple, mais c'est un bonheur. Une andouille faite chez nous, du salage jusqu'au magasin, c'est à peu près 45 minutes de manœuvre pour une andouille. 100 € d'une grande surface, il n'y a rien dans le caddie. Une personne peut venir ici acheter 100 €, elle va repartir avec 3 caddies et puis elle va rien jeter. Tout ça, pour moi, c'est reprendre conscience de la valeur de ce qu'est l'alimentation. Manger, c'est voter, demain à 19h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent de cette question. Où est donc passé le débat de fond dans cette campagne? Chaque jour qui passe, vous l'avez remarqué, nous rapproche de l'échéance présidentielle. Mais dans le même temps, chaque jour qui passe amène son lot d'attaques, de révélations qui nous éloignent des sujets de fond. Alors à quelle campagne est-on en train d'assister? On va en parler avec nos invités ce soir. Hervé Lebras, bonsoir. Bonsoir. Démographe, chercheur, auteur de nombreux ouvrages. Et Denis Tillinac, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste et écrivain. Première question, Denis Tillinac. Pas un jour, on l'a dit, sans un fait nouveau, un rebondissement, une attaque, à moins de 3 mois de l'échéance présidentielle. Quel est votre regard sur cette campagne aujourd'hui? Oui, un peu anxieux pour l'avenir de la démocratie. On est en train quand même, effectivement, de priver les Français d'un débat lors d'un scrutin majeur qui, quand même, est complètement dévoyé avec cette histoire. Alors, il ne s'agit pas d'incriminer les médias,
forcément. Mais enfin, il faut bien dire qu'avec l'info en continu, avec des sondages quotidiens, on est entraîné dans un tourbillon où c'est peu dire que le débat est noyé, mais ça nourrit quand même un poujadisme pas très sain. Et quand même, au départ, quelques journalistes, peut-être demain quelques magistrats, en sont responsables. Ah ben, on va, ça c'est très intéressant, on va s'arrêter sur ce que vous dites, mais... Pas vous, hein. Non, mais c'est pas grave, si vous me mettez dans l'eau, on est là pour se défendre aussi, mais la première partie de votre argumentaire, et c'est vrai, Hervé Lebras-Denis-Tillinac dit qu'il y a une mise en parenthèse, entre parenthèses, presque une prise en otage du débat de fond, du débat qui est tellement important, parce que tout est emporté par un torrent. C'est l'affaire Fillon. Oui, mais je crois que c'est pas une condamnation. Moi, je ne condamnerai pas les médias, ni d'ailleurs les magistrats. Je crois que c'est une condamnation de l'élection du président à la République au suffrage universel. Parce qu'au fond, cette élection a été conçue par De Gaulle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple, je crois. Or, il faut qu'on juge un homme, on ne juge pas un programme. C'est pas la rencontre entre un programme et un peuple. Et là, on est obligé de juger les hommes, et ça, c'est devenu de plus en plus difficile au fur et à mesure. Ça a été relativement facile pour De Gaulle, quoique Lépine, le Canuel, avait un peu titillé. Et puis ensuite, bon, Pompidou s'est allé. Giscard, il n'a pas fait de second terme. Ensuite, Chirac a bénéficié d'une chance formidable, l'élimination de Jospin, sinon vraisemblablement il ne passait pas. Sarkozy a été éliminé. Et au fond, la fin de tout ça, c'est le fameux président normal. Non, un président ne peut pas être normal dans la Ve République. Donc je pense qu'il faut remettre en question cette élection du président au suffrage universel. On n'a plus d'hommes providentiels. Au fond, il faut des époques providentielles, comme la guerre d'Algérie, ou bien comme d'autres moments de guerre en France, comme la fin de la guerre de 14, des gens comme Clémenceau par exemple. Mais là, clairement, quels que soient les mérites des uns et des autres, on n'a pas cet homme qui va être à la rencontre d'un peuple. Et donc, moi, je pense qu'il faut revenir à des méthodes plus traditionnelles de choix du président de la République, que quelque part préfigurent les primaires, d'ailleurs. Oui, vous avez raison, oui. Bon, en qualité de gaulliste, ça me blesse un peu de trouver que M. Lebras a raison. Oui, là, on est, l'élection du président de la République au suffrage universel, qui est intervenue pour des raisons conjoncturelles, on le rappelle, c'est après l'attentat du Petit Clabar. De Gaulle n'y avait pas pensé en 58, en 59, quand il est devenu président de la République, comme Auriol ou Coty. Effectivement, on a l'impression que les effets pervers, l'institution des primaires importées des États-Unis, avec un petit passage à la gauche italienne, génère des effets, redonne tellement d'importance au parti que c'était pour soustraire la vie publique, la vie démocratique au parti politique que De Gaulle et tout ça. C'était sa grande obsession. Je crois qu'il avait raison. Là, on n'a jamais été entre le quinquennat, les primaires, le financement public de la vie politique, on est complètement dans les pattes des partis. Alors, il faut réfléchir, peut-être que les institutions de la Ve République, Montebourg et Hamon parlent de 6e, il faut réfléchir, mais je crois que M. Lebras a raison, mais ça correspondait, c'était fait pour un homme quand même, ça correspondait, et pour une époque, et on est dans une démocratie d'émotion. Rappelez-vous ce qu'on disait il y a quelques semaines, quelques mois, les primaires, c'était formidable, ça allait résoudre, c'était l'antidote pour résoudre le manque de leadership de tous les partis, parce que vous enlevez la légitimité. Non, les primaires, c'est au fond, les partis, la droite comme la gauche, ont été confrontés aux primaires parce que le Front National était à 20% lors des dernières élections, et donc on ne pouvait plus présenter deux candidats de gauche simultanément, ni deux candidats de droite. Donc c'est un peu contraint et forcé par le tripartisme que les partis sont allés à la primaire. Et d'ailleurs, on a vu le résultat. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord sur ce sujet? Donc profonde réflexion à avoir sur nos institutions, sur la présidentielle, sur le système. Et pendant ce temps, cette réflexion, elle n'est pas menée. Pourquoi? Parce que nous sommes entraînés par les affaires et par les attaques. Encore aujourd'hui, il y a une violente charge de la part de François Bayrou, qui ne cesse de faire d'ailleurs des petits pas, lui, vers une candidature, et qui a dénoncé, à ses yeux, la collusion entre les puissances de l'argent et le candidat François Fillon. On va parler tout à l'heure de cette campagne entravée du candidat des Républicains. Mais d'abord, retour sur François Bayrou, sa candidature ou pas, et puis son attaque avec Sophie Normand, couturier.
Ira pas, François Bayrou fait durer le suspense. Le président du Modem l'a dit, aucune annonce avant mi-février sur sa candidature ou sa non-candidature. Mais le Penelope Gate est une fenêtre de tir rêvée pour faire parler de lui. Alors il en profite et fait un pas de plus vers la présidentielle. Jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Le maire de Pau tacle celui avec qui il a refusé tout accord électoral et se présente au passage comme un possible recours pour une partie de la droite, déçue des affaires qui éclaboussent leur candidat. Pas d'alliance à droite donc, pas d'alliance non plus avec Emmanuel Macron malgré la main tendue par le candidat du mouvement En Marche. François Bayrou assurait préférer son mandat à la mairie de Pau, mais voilà qu'il pourrait bien, une fois de plus, succomber aux sirènes de la présidentielle. Ces attaques de François Bayrou et Hervé Lebras, sont violentes, d'ailleurs à la mesure, à l'image du contexte de l'atmosphère que l'on vit. Un candidat sous influence des puissances de l'argent, à quoi renvoient toutes ces attaques ? Non, mais François Bayrou est un joueur de poker pour l'instant, parce que bien entendu, s'il se présente, alors là, je peux vous dire qu'il n'a aucune chance de gagner. Il peut aller jusqu'à 8%. Simplement, il va gêner horriblement les candidats qui sont un peu sur son terrain. Donc il cherche à négocier. Je pense que Macron lui a bien sûr tendu la main, mais Macron ne lui a sans doute pas tendu un beau ministère. Et là, oui, c'est ce qu'avait fait Juppé d'ailleurs. Il est peut-être en arrière-pensée de Bayrou, mais là, je ne crois pas que ça soit si tortueux. Mais il y a quand même cette idée que si Fillon est décramponné, à ce moment-là, Juppé revient. Donc, quelque part, peut-être, dans toutes ces manœuvres tortueuses, Bayrou est l'homme de main de Juppé pour déstabiliser Fillon. Ce n'est pas impossible. Déstabiliser ou décramponner, je reprends votre terme, Denis Tillina. Quel est votre regard? Quels peuvent être, mais on les voit déjà un petit peu quand même, les dégâts politiques, les dégâts réels et pas fictifs dans l'opinion de l'affaire Fillon? Est-ce qu'on va les voir se dessiner? C'est ce qui s'est s'ancrer jour après jour dans l'opinion, selon vous? Oui, il y a quand même un matraquage depuis une quinzaine de jours tel que n'importe quel candidat y aurait laissé des plumes. Quand j'ai entendu Bayrou tout à l'heure, je sais pas, j'ai l'impression avec malice qu'il suggérait Macron. Donc quand on voit les personnalités qui ont déjà rejoint Macron et quand on connaît son passé, on a l'impression que les puissances d'argent, je ne vois pas très bien ce qu'un fils de notaire de la Sarthe a à voir là-dedans. Oui, je suis assez d'accord. Bon, Bayrou, moi je l'aime beaucoup, c'est un copain, mais je comprends pas. J'ai fait du sport toute ma vie. Il y a la saison de trop, il y a le match de trop. Il était 3 fois candidat. C'est la présidentielle de trop pour lui. Il avait rejoint Juppé, il aurait eu effectivement une fonction importante, la possibilité de constituer un groupe ou d'être ministre si c'est Juppé. À défaut de Juppé, je pense que secrètement, il pouvait se dire c'est peut-être Sarkozy qui va tous les doubler. Et à ce moment-là, je serais légitime. Oui. Mais il n'y avait pas encore Macron. Et l'espace au centre est occupé par Macron. Je pense qu'il aurait tort de se présenter parce qu'il finirait mal jugé alors que le centre a besoin de se reconstituer et Fillon n'occupe pas tout l'espace. Pour le moment, c'est pas l'UDI qui me semble susceptible. Mais bon, si, vous disiez que les programmes étaient un peu absents. D'abord, jamais on a élu un président de la République sur un programme. On l'a élu sur un élan ou sur une allergie. Deuxièmement, ce déferlement de chiffres, 500 000, 800 000, je veux dire, AG continue, parce que on est dans cette société de l'info continue, pas seulement sur les télés, mais aussi sur Internet. Comment voulez-vous que les gens se posent pas des questions sur Fillon, alors qu'on a beau leur dire la vérité, c'est-à-dire que c'est des mœurs qui peuvent se contester. On va attendre que l'enquête dise la vérité. Oui. Mais de toute façon, le secret de l'enquête préliminaire et la présomption de l'innocence sont violés tous les jours.
mais tous les jours, toutes les minutes de chaque jour. Moi, je suis inquiet parce que ça nourrit un peu, je dis, ça nourrit les extrêmes. Et moi, j'ai pas trop envie que les extrêmes prennent. Alors, vous avez raison d'évoquer ce risque. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en parler. C'est pour ça que je vous disais que certains journalistes sont responsables, ceux qui ont lancé l'affaire. C'est intéressant ce que vous entendez, Hervé Lebras. Ces affaires, ça suppose qui parle d'une meute qui serait derrière le candidat. À supposer, je finis en 2 mots, à supposer que ces faits soient délictueux, à supposer. Bon, il est évident que les journalistes qui les ont balancés les détenaient depuis des mois, voire des années. Bon, s'ils les balancent après que François Fillon a été adoubé par une majorité confortable de 4,5 millions d'électeurs, ben c'est bien vouloir soustraire quand même à la droite et au centre le candidat qui quand même passait, sinon pour le favori, du moins des 3 prétendants les plus sérieux. Donc il y a une espèce de viol de démocratie et c'est très dangereux. Ah, les mots sont quand même lourds. Hein, oui, moi, je suis très choqué de ça. Ouais. Mais de l'autre côté, est-ce que vous aussi, je vous pose la question directement, on peut être aussi choqué, évidemment, des sommes, même si c'est légal, même si la justice donnera raison, je comprends etc. très bien voilà. Je veux vous ramener sur le débat dans l'aspect politique. Où la moyenne, c'est 1100 ou 1200 euros, je comprends, soit choqué, mais comme j'ai un certain âge et que j'ai connu quand même la vie politique, un tout petit peu de l'intérieur depuis très longtemps, sans savoir, je ne suis qu'un écrivain. Vous nous parlez d'une opération qui est selon vous téléguidée. Tout ça est tellement banal, il n'y a rien du tout derrière. Oui, c'est-à-dire si Fillon n'avait pas été le candidat, bien sûr, ces choses-là seraient sorties peut-être en 4e page. Oui, voilà. Oui, mais c'est parce que il est justement cet homme à la rencontre du peuple. Donc c'est plus n'importe quel homme à partir du moment où il est candidat. Et là, de ce point de vue-là, je trouve qu'il est dans une position détestable parce que c'est au fond ce que les Français, là où les Français peinent le plus, c'est arriver à trouver un boulot, c'est avoir suffisamment d'argent, c'est bon. Et là, ils voient que ça se passe dans l'entre-soi. Bien sûr, c'est légal, mais ça leur importe peu que ça soit légal. Ils se disent, mais comment mon fils lui aussi, il a une licence de droit et tout, et il trouve simplement un tout petit travail. Donc, c'est quelque part... On peut rajouter que c'est ce candidat-là, alors il l'a fait peut-être en toute bonne foi au début de sa campagne, qui nous a amenés sur le terrain de la probité, qui nous a presque amenés sur un terrain, j'allais dire, de la vertu, nous obligeant presque maintenant, et c'est d'ailleurs assez particulier, est-ce que vous jugez que c'est une dérive, presque de voter pour le candidat le plus vertueux aujourd'hui? C'est assez particulier quand même dans notre pays. Oui, mais je pense que là aussi, il est en train de se produire face à la montée de l'extrême droite dans la plupart des pays. Il est en train de... On assiste je trouve, à un retour des partis à une certaine pureté originelle, au fond. Et c'est parce que, regardez, Jeremy Corbyn en Angleterre, c'est quand même... On ne cherche pas à le faire gagner, mais on cherche à reconstituer ce qu'est la gauche. Regardez Bernie Sanders aux États-Unis, c'est absolument étonnant, quelque part. Bon, et puis vous voyez on en retrouve l'ADN. Voilà, et je pense que quelque part, effectivement, vous avez raison que c'était grave pour Fillon. Oui, mais Fillon, c'était... D'un seul coup, tout d'un coup, la droite retrouvait, comme vous dites, sa pureté, son ADN. Et c'est là que c'est le plus dur pour la droite, parce que quand cet ADN ou cette pureté s'avère quand même avec de grosses impuretés, je crois que c'est là la passe très difficile dans laquelle il est, parce que c'est surtout à la pureté. C'est important, c'est-à-dire que c'est un défaut d'image par rapport à un positionnement. C'est peut-être ça le trouble le plus important. Oui, qui était en train de s'ancrer dans l'opinion, avec des références catholiques légères, mais enfin, elles n'étaient pas ailleurs. Et puis cette phrase de trop, imaginait-on le général de Gaulle mis en examen, qui à l'époque visait Sarkozy dans un contexte particulier. Bon, tout ce qu'on dit est vrai. Il n'empêche que sortir... Moi, j'aurais été rédacteur en chef ou directeur de la rédaction du Canard enchaîné. Ma réflexion aurait été la même si Mélenchon, Hamon ou Madame Le Pen ou Macron étaient incriminés. Vraiment, je crois que je ne l'aurais pas sorti parce que je dis je ne vais pas casser un scrutin majeur avec tous les effets pervers qu'on a décrits tout à l'heure, pour le plaisir de sortir un scoop ou de foutre un mec à l'air. Vous savez qu'en disant ça, vous allez avoir... un contrôle fiscal dans la semaine. Non, j'espère pas pour vous, j'espère que vous êtes en règle. Mais beaucoup de réactions, parce que ce n'est pas l'exigence... Je me pose la question, mais il est sûrement honnête, le type qui a décidé ça. Mais c'est une décision grave. C'est pas l'exigence de transparence à fond, c'est l'exigence démocratique quand même. Elle existe. Savonarole, on n'est pas des anges, et Savonarole
Et Robespierre était plus intègre que tous nos politiques mais François réunis. Fillon a quand même fait de ce sujet l'axe majeur de sa campagne, c'est pour ça. La transparence, méfions-nous. Méfions-nous jusqu'où elle peut aller, mais elle est nécessaire dans un pays comme le nôtre, malgré tout. Pour passer aux autres candidats, Hervé Lebras, selon vous, quel est le candidat aujourd'hui, quel électorat le plus stable, le moins volatile, le moins susceptible de changer d'avis ? Difficile à dire, mais il y a des différences très intéressantes. Si je prends les sondages en continu que fait l'IFOP, il y a des différences de structure de ces électorats qui sont très grandes. L'électorat de Fillon actuellement, quand on regarde par âge, c'est jusqu'à 55 ans, c'est 11%. Ouais, c'est pas beaucoup. Et arrivé à 65 ans, ça monte à 32%. Donc c'est un électorat très particulier pour décider de l'avenir de la France. Et je pense que ce n'était pas comme ça au début de l'affaire. Donc quelque part, c'est vraiment les personnes concernées par leur l'avenir, qui ont été, je pense, touchés par ce qui se produisait. Pour les autres candidats, c'est assez stable l'image. Il y a peu de candidats. Il y a une chose grave pour moi, c'est que le candidat maintenant qui réussit le mieux chez les jeunes, c'est Marine Le Pen. Elle monte à 32%. Alors elle est à 15% chez les personnes âgées. Et c'est tout à fait nouveau. On ne l'a pas souligné. Jusqu'ici, les jeunes votaient un peu moins. C'était la partie active de la population. Et là, il y a un tournant. Je m'interroge sur la nature de ce tournant, mais je pense qu'il est grave. Parce que jusqu'ici, je pensais que la jeunesse était relativement à l'abri ou relativement optimiste pour ne pas aller du côté du Front National. Oui, c'est vrai, l'électorat de Fillon, c'est surtout les seniors. C'est vrai que Mme Le Pen gagne chez les jeunes. C'est probablement elle dont le socle est quand même le plus solide. C'est ce qui reste de ce qu'on a appelé longtemps le prolétariat. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si le mot classe ouvrière a encore un sens, elle en est évidemment la candidate. Hamon peut ressouder quand même la social-démocratie en cette truc, mais il va y avoir des passages de relais sondagiers entre lui et Mélenchon. Il y en a un des deux qui va... Oui. Il y a quand même un jeu... Là, on veut savoir dans quel sens ça va aller. Il y a quand même un jeu de sablier. Mais l'électorat le plus volatile, parce que Macron fixe quand même des classes moyennes, plutôt de province que de Paris, aussi, oui. Et urbaines, plutôt catholiques, un peu plus catholique que la moyenne, tandis que Macron, c'est toutes les catégories avec une prééminence chez les jeunes, sociologiquement, mais il a rien chez les classes moyennes inférieures pour le moment. C'est intéressant, ça veut pas dire qu'il en la aura sociologie. Une question également, messieurs, sur les clivages. Les clivages qui vont apparaître, Hervé Lebras. Certains disent que le clivage gauche-droite, il est mort, il est terminé. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, alors quels sont ces fameux nouveaux clivages qui vont structurer profondément cette campagne? Oui, j'ai l'impression justement dans ce qui vient d'être dit qu'au contraire, ce clivage est en train de se renforcer, puisqu'il est en train de se renforcer, c'est-à-dire qu'au lieu d'être gauche-droite, il est en train de devenir extrême-gauche, extrême-droite. Je ne veux pas dire qu'Hamon soit d'extrême gauche, mais il est quand même d'une gauche qui n'est pas social-démocrate. Et je pense d'ailleurs que quelque part, c'est aussi justement cette marche vers le centre qui est en train d'être sanctionnée. C'est-à-dire que, au fond, Sarkozy, il a fait une politique social-démocrate. Quand on regarde de près, il y a eu quelques excès, mais dans beaucoup de cas, c'était... Hollande, il a fait plutôt une politique centre-droit à beaucoup de moments, le CICE et tout ça. Donc c'est devenu illisible, le centre. Oui, et il y a un retour vers qu'est-ce qu'est la droite, qu'est-ce qu'est la gauche, je pense, qui est dans l'opinion très fort. Oui, moi je suis d'accord avec cette... Moi j'ai toujours pensé que la pérennité du clivage, alors il est brouillé. Être libéral, c'était être à gauche au 19e siècle. Ça devait... Être colonialiste, c'était à gauche. À gauche, colonial. Et après la guerre de 14, ça devient à droite. Être écolo, c'était être chez Pétain. Et puis après, c'est passé au Larzac avec Beauvais qui élevait ses chèvres. Alors là, il y a quelque chose malgré tout. Je suis d'accord avec monsieur Lebras, c'est-à-dire que cette espèce de convergence vers un centre qui a paru un peu mou, qui a coûté cher aux libéraux aux socialistes en Autriche, par exemple, n'est-ce pas, qui pourrait coûter cher à Angela Merkel, donc repousse des gens à vouloir reconstituer une vraie droite, Fillon, la droite des valeurs, la droite
conservatisme, les mots assumés, et Hamon, une gauche qui... Mais c'est traversé quand même par un clivage autre, qui est ceux qui sont attachés à une mémoire, des racines, un art de vivre, des traditions qui disent, moi et puis donc plutôt identitaire au sens pas péjoratif d'extrémisme, mais plutôt au sens là, et puis une ouverture, la mondialisation, un boboïsme moral libertaire encore un peu hérité de mai 68 que donne l'impression d'incarner un peu Macron. Hein. Donc je crois que ce clivage brouille pour le moment le clivage droite-gauche. Mais je vais vous laisser conclure avec le bras. Je vous l'avais dit et ça n'a pas raté, Denis Tillinac. Vous avez évidemment beaucoup de réactions quand vous avez dit que vous avez, si vous étiez... En conscience. Oui, en mais conscience. Je suis respectueux de la conscience du rédacteur en chef du Canard enchaîné. Mais bien sûr. Que je ne connais pas, mais je suis sûr que c'est quelqu'un de très bien. Et vous êtes libre de votre choix. J'aurais pas fait comme lui. Vous n'aurez pas fait comme lui. Hervé Lebras. Le paradoxe, c'est qu'après tout ce qu'on vient de dire, ce qui est le plus probable, mais à cet instant T, c'est qu'on ait un match Macron, Marine Le Pen Macron. contre Macron, donc deux qui viennent, deux qui auront éliminé et la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle. Comme en Autriche. Quel point commun voyez-vous entre ces deux candidats? Les deux se présentent en tous les cas comme deux candidats anti-système, ce qui fait beaucoup sourire le système lui-même. Non, ils se présentent comme candidats anti-système, mais chacun d'eux n'est pas opposé au même système. Donc, au contraire, ils sont, je crois, extrêmement différents. D'ailleurs, les résultats des sondages sur le second tour montrent qu'ils sont très différents, alors que vous avez vu, et c'est une chose qui me frappe, Fillon est beaucoup plus proche de Marine Le Pen au second tour. On donne 56-44, alors qu'on donne 63-37 pour... Comment vous l'analysez? Vraiment un écart important si c'est Emmanuel Macron qui est face à Marine Le Pen au second tour. Et là, on va revenir aux classes populaires. Je pense que c'est le dégât de ce qui arrive à Fillon dans les classes populaires. Encore une question sur les classes populaires, parce qu'on dit, Hervé Lebras, est-ce que c'est le cas que vraiment ça se cristallise toujours? Alors, classe populaire, c'est un mot un peu valise, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette catégorie, mais on dit qu'elles arrivent vraiment tard dans l'élection présidentielle, que tout se cristallise vers le dernier mois ou les 2 derniers mois. C'est toujours le cas? Oui, vous savez, par métier, comme je regarde le long terme, je suis toujours sceptique, mais je comprends que les sondeurs aient intérêt à défendre cette position, parce que ça leur permet de faire des sondages. Alors, merci messieurs, merci pour ce débat et cette analyse. À bientôt, Denis Tillinac et Hervé Lebras. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le grand entretien. Et puis, la revue de presse, on va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens, puis quelques hebdos. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. C'est l'information de la soirée. Les députés britanniques ont largement adopté en première lecture le projet de loi du gouvernement. Ils donnent ainsi à la première ministre Theresa May le pouvoir de déclencher le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le texte doit maintenant être examiné par la Chambre des Lords qui devrait l'adopter. Justice. Jusqu'à 6 mois de prison ferme pour 2 des 6 majeurs jugés en comparution immédiate en Seine-Saint-Denis, notamment pour des faits d'embuscade. Au total, ils sont 17 jeunes à avoir été interpellés la nuit dernière dans plusieurs communes du département. Situation en revanche globalement plus calme à Aulnay-sous-Bois pour la première fois depuis samedi, malgré quelques feux de voiture. Le jeune Théo est lui toujours hospitalisé. Hier, il a appelé les jeunes de son quartier à ne pas faire la guerre et à rester unis. Économie. La Cour des comptes a publié son rapport annuel. Elle dénonce de graves dérapages, notamment sur l'écotaxe. Pour l'institution, l'abandon de cette mesure représente un échec de politique publique. C'est un abandon coûteux pour les finances publiques. C'est 1 milliard minimum. Il y a encore des interrogations sur des contentieux qui restent pendants. Et puis la compensation de la recette qui n'est pas venue ne correspond pas aux objectifs initiaux. François Fillon. François Fillon poursuit sa campagne. L'ex-premier ministre était à Juvisy-sur-Orge en fin d'après-midi. Un déplacement centré sur la sécurité et le soutien aux forces de l'ordre, avec un objectif, revenir sur les sujets régaliens et tourner la page des affaires qui le plombent depuis 2 semaines. Au Sénat.
Alors que l'incertitude plane sur le contrat de 15 rames TGV pour sauver le site de Belfort, le PDG d'Alstom était auditionné ce matin au Sénat. Il a dit faire confiance au gouvernement pour qu'il respecte ses engagements. Moi, je fais toute confiance au gouvernement pour respecter ses engagements. Et de notre côté, comme vous l'avez dit, nous avons commencé à mettre en œuvre les nôtres de diversifier le site de Belfort. Diversifier à la fois sur le service, diversifier aussi, et je reprends ce que vous dites, sur les différents produits, puisque nous avons relancé ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre. International. Le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967, y compris Jérusalem-Est. Cette loi est contraire au droit international. Nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine. Et c'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. D'abord, Le Figaro, la Cour des comptes. Nous en avons parlé tout à l'heure au cours de notre débat. L'ultime charge contre la gestion socialiste dans son 185e rapport public annuel. L'institution financière doute des prévisions de redressement des comptes du gouvernement. Libération et cette question, fin du travail. Eh bien, les caissières sont en première ligne. La déshumanisation des commerces est-elle inéluctable? Vaste dossier à lire demain dans Libération. Ouest France et dans l'actualité, les milliards perdus de l'écotaxe. Enfin, autre une, La Croix, l'actualité. 5 jours après la très violente affaire avec Théo Aulnay, la police en accusation. Une nuit au calme hier après plus de 4 nuits de violence et de colère de la population. Voilà pour cette revue de presse. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir va nous parler de culture, de musique, de droit pour les auteurs, les musiciens. Il dirige la SACEM, qui est une sorte de grande coopérative des auteurs, des musiciens. Il en est le directeur général. Jean-Noël Tron, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors c'est l'occasion avec vous ce soir de parler des programmes culturels des candidats. Un aspect qu'on aborde peu et même pas du tout. Est-ce que c'est encore considéré comme un sujet annexe dans cette campagne présidentielle? Oui, apparemment. Alors chacun a, Dieu merci, quelques propositions, mais on a le sentiment que les campagnes, de ce point de vue-là, se succèdent et se répètent. La culture est vécue comme une espèce de variable d'ajustement, de petit surcroît d'âme ou de popularité, et qu'en plus, les programmes se cantonnent souvent à une dimension importante, qui est le rôle de l'État avec la politique culturelle au sens du ministère de la Culture. Il faut savoir qu'en France, les 3/4 de la création, y compris d'ailleurs au plan économique, ne dépendent pas de l'État. Et même pour la dépense publique, les 2/3 des dépenses culturelles sont aujourd'hui assumées par les collectivités locales. Donc il faut vraiment repenser les choses. Et pour conclure, je pense à ce que vos deux invités précédents discutèrent ensemble, dans un pays qui est quand même en proie à une crise très profonde, y compris une crise d'identité, même culturelle. C'est probablement par la culture que beaucoup de choses peuvent aujourd'hui trouver leur réponse, notamment en termes, je pense, de vivre ensemble. Et puis en termes de projection d'un des grands talents de la France, qui est sa créativité. J'ai été très frappé de voir le PDG de Canal+, Tim Cook, d'Apple. J'ai passé quelques années chez Canal+. Mais oui, je vais vous en parler de votre parcours. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlera. Le PDG d'Apple a été de passage en France. Et il dit la France, le meilleur endroit pour découvrir et discuter avec tous les musiciens, les graphistes, les designers ou les photographes, il y a une telle énergie créatrice. Il faut que ce soit Tim Cook qui le dise et pas, ils le disent évidemment, les candidats à la présidentielle, mais comment vous expliquez, Jean-Noël Tron, cette absence? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une question de culture au sens de mentalité? On oublie de parler de notre culture, de notre créativité, de ce qui fait également notre force dans une campagne présidentielle. C'est un aspect important. Oui, alors... J'ai noté quand même avec intérêt une prise de conscience croissante de l'enjeu éducatif à travers la question de la culture. J'espère qu'on y reviendra, parce que la France peut quand même se vanter d'une excellence en matière de politique culturelle. Il est un domaine dans lequel, malheureusement, elle est un des plus mauvais élèves de la classe, notamment dans les pays développés.
c'est celui de l'enseignement à l'école, et notamment l'enseignement de la musique. Il y a 3% de Français dans un conservatoire de musique, il y a 30% de Suédois dans un conservatoire de musique. Bon. Sur le fond, je reviens à ce que je disais, je pense que parce que peut-être nos élites politiques ont fini par penser que la culture était une forme d'administration parmi d'autres, comme il y a un ministère de la Culture, et Dieu sait que son rôle est important, on oublie que pour le rayonnement de la France et pour son attractivité, la culture, y compris au sens économique du terme, est un des on va en parler, bien sûr. C'est un des principaux atouts de la France, que si on veut une vraie politique éducative, ça passe par le ministère de l'Éducation nationale, mais encore une fois, que la majeure partie des acteurs qui aujourd'hui créent en France sont des acteurs privés. Bien sûr. Vous l'avez dit, je dirige une entreprise privée à but non lucratif. Il y a des entreprises privées à but lucratif. Il y a beaucoup d'établissements culturels dans le monde associatif. Et c'est à ça qu'il faut penser. Vous avez dit élite politique, pardonnez-moi, vous la connaissez un petit peu, cette élite politique, vous l'avez fréquentée, vous avez été, c'est pas un secret, vous avez été dans un des cabinets ministériels, celui de Lionel Jospin. Donc vous les connaissez, vous les pratiquez, si je puis dire, depuis longtemps. Vous avez eu l'occasion de leur parler. Vous ne le découvrez pas, ce manque de curiosité vis-à-vis de la culture. Comment vous l'expliquez ? Alors je repartirai effectivement quelques instants de mon expérience personnelle. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le secteur privé. Je ne suis pas fonctionnaire, mais c'est vrai que j'ai servi l'État quelques années. J'en retire encore aujourd'hui beaucoup de fierté. Ce que j'ai porté aux côtés de Lionel Jospin pendant 5 ans, c'était la politique numérique de la France et le développement d'Internet. De 1997 à 2002, en 1997, il y avait moins de 300 000 internautes en France. Et à l'époque, indiscutablement, la France et l'Europe pouvaient espérer construire une sorte de direction mondiale en matière de numérique. Nous avions à l'époque énormément de grandes entreprises dans les jeux vidéo, dans l'informatique, dans les télécommunications. Puis on voit qu'en 10 ans, l'Europe a entièrement détruit ses atouts dans ce domaine. Et lorsque nous avons fait, il y a 3 ans, la première étude qui mesure le poids économique de la culture en Europe, 545 milliards d'euros, 7 millions d'emplois, je ne vous cache pas ma stupeur, moi qui ensuite ai dirigé Orange, donc un opérateur de téléphonie mobile, de découvrir que rien que le secteur de la musique en Europe pèse plus d'emplois que les télécommunications. Est-ce que c'est parce que le nombre d'emplois dans la musique a explosé? Non. C'est parce que le nombre d'emplois dans les télécommunications s'est effondré. Donc, première observation, quand on réfléchit aux atouts de notre pays, en termes d'emploi, le secteur culturel... Et on dit souvent, pardonnez-moi, que la culture pèse plus lourd en France que le secteur automobile, je crois. C'est quand même assez frappant comme comparaison. L'une de vos confrères avait eu cette formule, la culture, ça pèse plus que la voiture. Et c'est vrai qu'avec 1 200 000 emplois, la culture, encore une fois, attention, emploi public, emploi privé, ce n'est pas la question dépenses publiques, dépenses privées, est un des secteurs français les plus importants. C'est un secteur en plus qui est peu délocalisable. Ce sont des emplois qui se tournent vers nos jeunes. C'est probablement un de ces domaines dans lequel, comme dans d'autres domaines, peut-être comme dans la restauration, on ne demande pas aux jeunes l'origine géographique de leurs parents. On n'exige pas de diplôme, même s'il faut des gens très diplômés pour être de grands artistes. Et donc c'est à tout point de vue un des vrais atouts de ce pays, du point de vue de sa créativité. Atout, et on peut rajouter également, Jean-Noël Tron, motif de fierté. Est-ce que vous pouvez nous citer comme ça des champions tricolores qui font, j'allais dire, la loi à l'international, ou en tous les cas qui s'imposent dans la musique, l'édition ou encore les jeux vidéo? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Il y a un certain nombre de numéros 1 mondiaux, ou en tout cas de grandes entreprises. Je pense à une entreprise française comme Ubisoft dans les jeux vidéo, évidemment. On sait mieux nos succès, et nous en avons de très grands dans l'édition, avec des très grands groupes dans l'édition, comme Hachette et d'autres. On connaît heureusement le rayonnement international de notre cinéma, il est formidable. C'est vrai que dans le domaine de la musique, qui est un peu le parent pauvre de la politique culturelle française, qui est un secteur moins connu, notamment des élites, on ne mesure pas à quel point la musique est aujourd'hui, de tous les arts français, celui qui rayonne le plus dans le monde. Nous aurons dans 2 jours les victoires de la musique en France. Mais dimanche, il y a les Grammys. Les Grammys sont la plus grande cérémonie de prix pour la musique au monde. Il y a un groupe français, Gojira, qui est sélectionné dans 2 catégories, comme meilleur groupe de rock du monde. J'ai pris ici une couverture qui m'a frappé. Time Magazine, Next Generation Leaders, cite une de nos sociétaires, Héloïse Letissier, mieux connue du grand public sous le nom de Christine and the Queen. Bien sûr. Christine and the Queen, c'est la première artiste au Royaume-Uni, pas la première artiste française, pas la première artiste étrangère. Elle est considérée comme la meilleure artiste au Royaume-Uni. Maître Gims a été 9 semaines d'affilée numéro 1 en Italie. Maître Gims, comme tous les rappeurs français, chante en français. Je vais prendre encore 2 autres exemples. Ibrahim Mahalouf, un des plus grands génies du jazz aujourd'hui, a eu la plus grande distinction mondiale du jazz décernée par les Allemands. Puis dernier exemple, 2 artistes français
la jeune Joyce Jonathan et le groupe La Femme, grand groupe de rock, ont tous les deux été en Chine faire plusieurs dates. Joyce Jonathan a chanté pour le Nouvel An, une chanson en chinois, une chanson en français, devant une de ces chaînes de télévision qui compte modestement 200-300 millions de téléspectateurs. Ça, c'est le rayonnement de la France. De même que le plus grand festival aux États-Unis, Coachella, va s'ouvrir par Justice. Donc c'est vraiment choquant que le parent pauvre de notre politique culturelle reste la musique. Il faut vraiment, et on comprend peut-être que vous pouvez interpeller, peut-être que vous allez le faire, interpeller directement les candidats à la présidentielle. Écoutez, on va modestement contribuer avec tous les artistes de notre maison qui sont des auteurs et des compositeurs, qui sont de plus en plus souvent également des interprètes, qui de plus en plus sont des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, parfois parce qu'ils n'ont pas le choix, souvent aussi parce qu'ils veulent prendre en main leur destin professionnel, des artistes dans la musique sont des auto-entrepreneurs. Ça ne les empêche pas d'avoir un éditeur de musique ou une maison de disques, un manager, mais ils sont maintenant vraiment revenus au centre du processus créatif. Et dans cette interpellation dont vous parliez, on va la faire de manière positive. Ah, donc c'est le cas, vous allez vraiment faire une interpellation en bonne et due forme, j'allais dire? Oui, le secteur de la musique présentera des propositions vendredi qui se structurent autour de plusieurs enjeux, mais il y en a vraiment deux majeurs. Il y en a un qui est une idée simple, qui correspond au fait que 98% des Français écoutent de la musique. Et comme je le disais tout à l'heure, que la musique, en tant qu'enseignement, a pratiquement disparu. Elle n'est plus qu'optionnelle au lycée. Depuis la réforme de 2008, au collège, elle est plutôt du domaine de la culture générale. On a supprimé l'enseignement d'une langue vivante en France. Parce que la musique, on l'oublie trop souvent. Il faut quand même, c'est le cas de le dire, deux clés pour y accéder. Une lecture, scène d'une langue, qu'est le solfège, et puis une pratique instrumentale. Bon. Donc, la première proposition, c'est de se dire que dans ce pays, on peut en 5 ans, comme par exemple la mairie de Paris a décidé de le faire en sorte qu'il y ait un orchestre dans chaque école. Et on sait que la pratique orchestrale, elle est fondamentale pour le vivre ensemble, pour la lutte contre l'échec scolaire. Elle est disciplinante, et puis elle donne du plaisir. Et enfin, la question de l'export, voilà, qui est vraiment un enjeu. Donc voilà les deux pistes, les deux propositions concrètes que vous allez soumettre aux différents candidats. Parmi une quinzaine de propositions, évidemment. Elles seront effectivement deux propositions phares. Elles ne coûtent pas cher. Et elle peut le rapporter gros à un pays qui se cherche. Alors, la SACEM que vous dirigez, Jean-Noël Tron, elle dispose d'une centaine, je crois, de licences numériques avec les services Internet. Donc, il s'agit de services de téléchargement comme iTunes ou des services de streaming et tant d'autres. Mais quand les grands intermédiaires numériques aujourd'hui sont à l'abri, comment est-ce que vous pesez par rapport à ces énormes plateformes-là? Alors, peut-être en deux mots, vous l'avez dit en introduction, la SACEM est une coopérative. Nous sommes une entreprise privée qui appartient à ses membres et qui est à but non lucratif et qui est dirigée par 2 tiers d'artistes, des auteurs-compositeurs et 1 tiers d'éditeurs de musique. Notre rôle, c'est que ceux qui choisissent de passer par la gestion collective nous confient leur création, elle est immatérielle, leur richesse, pour nous donner un pouvoir de négociation. Et nous négocions en leur nom. Face à des chaînes de télévision ou de radio, face à des diffuseurs, des bars, des cafés, des restaurants, tous ceux qui diffusent la musique à leur profit et doivent rémunérer les créateurs. Vous protégez ces biens culturels. Nous les protégeons et surtout nous sommes là pour assurer une rémunération à nos membres en coûtant le moins cher possible. Et c'est le nombre qui fait la force, c'est votre poids qui fait que face à ces grands-là, vous... C'est vraiment l'union qui fait la force. Qu'est-ce qui fait qu'un acteur de taille mondiale comme YouTube a besoin d'une licence SACEM? C'est que nous représentons des millions d'œuvres. 164 000 membres de 160 nationalités. La SACEM est la 2e société d'auteurs d'Afrique, la première du monde arabe. Ça nous donne une responsabilité, mais aussi un poids. Alors, pour les acteurs Internet, soyons clairs, en 10 ans, le nombre d'euros que nous avons pu répartir à nos membres a été multiplié par 100. Donc aujourd'hui, on sait négocier avec des plateformes Internet, on sait identifier informatiquement des œuvres et répartir les droits. Quand vous dites négocier, c'est-à-dire leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas utiliser comme ça des biens culturels, qu'il y a des règles, qu'il faut les respecter. Oui, et puis surtout négocier une rémunération, un certain pourcentage du chiffre d'affaires qui va aux auteurs, compositeurs et éditeurs. Le problème, c'est que certaines catégories d'acteurs, par exemple les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, sont aujourd'hui protégés par une régulation européenne qui date de l'an 2000, donc qui date vraiment dans tous les sens du terme, et qui, pour être clair, met à l'abri une partie des entreprises, pas d'autres. Aujourd'hui, avec des sites de streaming et pas simplement de téléchargement, vous avez cité iTunes, mais c'est vrai aussi pour des sites comme Deezer ou pour des sites comme YouTube, nous avons une négociation, elle est parfois difficile, âpre, mais on arrive à se mettre d'accord. Pour une bonne partie des plateformes Internet aujourd'hui, on ne peut pas négocier parce que le droit européen continue à les mettre à l'abri et c'est ça qu'il faut changer. Et donc une partie de la solution se passe aussi
au niveau européen. Bien sûr, au niveau européen, puis au niveau aussi politique, parfois national. Quel bilan vous tirez de ce mandat, de l'action en particulier du ministère de la Culture? J'ai rappelé tout à l'heure que vous avez fait un passage par un ministère et puis avec un homme de gauche. Je ne sais pas si donc vous avez une vision totalement objective, vous êtes totalement libre, oui, aujourd'hui de vos propos, pour juger en toute objectivité l'action de ce gouvernement? Je le suis toujours, mais personne ne peut se prétendre soi-même objectif. J'essaierai de parler en tant que directeur général d'une société d'auteurs, mais je crois exprimer le sentiment malgré tout de à peu près tous les métiers de la musique. Ces 5 années, du point de vue de la politique culturelle en matière de musique, ont été extrêmement décevantes. Il y avait un projet en 2012 qui était de créer un centre national de la musique, qui aurait permis d'ajouter un financement à partir de taxes qui existaient en plus sur les fournisseurs d'accès à Internet, de l'ordre de 100 millions d'euros de plus par an pour la musique. Par rapport aux besoins d'un secteur qui pèse 8 milliards d'euros et qui pèse 240 000 emplois, ce n'était pas grand-chose. Et malheureusement, ce projet a été enterré. La mandature vient de se terminer avec l'adoption d'une taxe YouTube par les parlementaires de notre pays. Et malgré une initiative de dernière minute de la rapporteure générale du budget, 100% du produit de ce nouveau financement pour la culture va au cinéma et pas à la musique, alors que l'essentiel de ce qui est diffusé sur YouTube, c'est de la musique. Donc non, objectivement, sur ces 5 années écoulé, il n'y a pas eu de forte dynamique pour la musique. Ça a été très décevant. Et surtout, je termine sur ce point, à peu près tout ce qui a été acquis, et des choses ont été acquises, l'a été par une lutte et par un effort sur nous-mêmes pour être unis. Le secteur de la musique est un secteur traditionnellement avec beaucoup de frontières, par genre, par métier. On a tous ensemble travaillé depuis 5 ans pour essayer d'être plus donc efficace. Bilan plutôt décevant, on va essayer de se projeter dans l'avenir avec les propositions des candidats. 2, je vais vous citer d'abord celle d'Emmanuel Macron qui veut faciliter, dit-il, alors ça ne concerne pas la musique forcément, l'accès des jeunes aux biens culturels, les livres, le théâtre. Il souhaite ainsi offrir, je le cite, à tous les jeunes, à leurs 18 ans, un pass d'un montant de 500 € pour acheter des livres, aller au théâtre ou accéder à d'autres biens culturels. Qu'en pensez-vous? Proposition concrète qui vous fait sourire? Non, mais quand on dirige une maison collective de 164 000 personnes, toutes les opinions existent. Donc, il est important que je n'ai pas à me prononcer sur la pertinence de ce que propose tel ou tel candidat. Sur le principe... Ah, c'est de la langue de bois, ça, un petit peu. Je l'assume. Vous l'assumez? Non, mais je l'assume. J'ai mes convictions de citoyen, mais en tant que patron de la SACEM, je n'ai pas à parler au nom de mes membres. C'est très important. Mais j'insiste sur ce point. Ça, c'est une proposition intéressante parce qu'elle traite frontalement l'un des problèmes, qui est l'inégalité sociale dans l'accès à la culture. Est-ce que c'est cette forme-là de proposition que ça doit prendre? Je n'en jugerai pas. Mais oui, objectivement, il y a une question d'inégalité sociale dans l'accès. Je reviens à la question de l'enseignement de la musique. J'allais justement conclure sur ce point. C'est vraiment le point le plus important. Ça vous tient à cœur et il est normal qu'on en parle. L'enseignement, là encore, c'est la même question que je vais vous poser depuis le début de l'entretien. Pourquoi ce retard en France? Il y a d'autres pays où c'est vraiment inscrit dans la culture que l'enseignement de la musique, ce soit un élément fondamental à l'école. Alors d'abord, les Suisses ont fait une votation populaire et ils l'ont mis dans la Constitution. C'était l'exemple que j'allais vous citer. Ah ben voilà, le droit à l'enseignement de la musique. Mais dans à peu près tous les pays développés, et beaucoup de pays émergents, la pratique instrumentale est une pratique obligatoire. Je pense qu'il y a un problème culturel, que nos élites ont souvent une hiérarchie dans laquelle d'autres genres sont plus nobles, que s'agissant de la musique, elles ont souvent, il y a plein de contre-exemples, hein, mais elles ont souvent une forme de préférence pour la musique classique, et donc qui est un genre majeur, mais du coup avec une forme de méconnaissance des musiques actuelles au sens large, que ce soit de la musique contemporaine tonale, que ce soit du jazz, que ce soit du rap. Méconnaissance et parfois même une once de mépris. Peut-être aussi, le terme de musique de variété a toujours été perçu comme un peu méprisant en France. Or, ce sont aujourd'hui la première des pratiques culturelles des Français. 98% des Français écoutent la musique. 70% des moins de 35 ans expliquent que la musique est la première de leurs pratiques culturelles. Et voilà pourquoi vous allez porter tout cela sous le regard, sous l'attention vraiment des candidats très bientôt. Oui, et pour revenir à votre question, tout commence par l'école. Si on prend les gens qui enseignent la musique là où ils sont, dans les écoles, les MJC, les conservatoires, et qu'on les met dans les écoles là où sont les enfants, et qu'on crée un vrai enseignement de la musique, ça ne demandera pas beaucoup d'efforts, ça changera très profondément, et le rapport des Français et de leurs élites à la musique, et, j'insiste là-dessus, le problème de l'échec scolaire, le problème de la discipline, le sens du collectif,
et encore une fois le bonheur de travailler. Vous avez raison d'en parler, d'insister sur ce point, parce que Jean-Noël Tron, depuis quelques jours, on parle peu, on n'a quasiment pas parlé du tout de l'aspect culturel dans la campagne présidentielle. Or, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu et un atout aussi, évidemment, dans un monde très concurrentiel. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967, y compris Jérusalem-Est. Cette loi est contraire au droit international. Nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine. Avec la suspension et puis l'abandon des quotas, tout le monde est perdant. À la fois les Bretons, les consommateurs, les Bretons dont on n'a pas relocalisé l'activité, tous les habitants des régions frontalières de l'Est qui subissent la pollution et la dégradation des routes, l'État qui aura perdu 1 milliard d'indemnités à Ecotax et qui perd 1 milliard par an qui était destiné aux infrastructures de transport. Donc il n'y a que des perdants du fait à la fois de l'incohérence et de la lâcheté de M. Hollande et de Mme Royal sur ce dossier. Les deux frères ennemis se disputent l'aile gauche du PS. Ils font meeting au même moment à 4 jours du premier tour. Encore un duel à distance. Bon, qu'est-ce que tu sens, toi, dans Lyon? Tu sens quoi? J'espère qu'on va avoir des bonnes surprises, mais c'est à mon moment aussi, hein, c'est ça qui est chiant. Ça va être c'est serré, ça va être très serré. Ouais, très serré. On va se retrouver avec un deuxième tour, on boit un mot. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Au coude à coude pour le second tour, les deux hommes s'opposent sur la vision du travail. Oui, je suis le candidat de la feuille de paix. S'il n'y a pas le prix du travail, la reconnaissance, qu'y a-t-il? L'esclavage. Le ton se durcit et entre les équipes des candidats, les relations se tendent. Beaucoup monté, mais je pense que le revenu universel commence à se retourner contre lui. La question pour lui, c'est pas d'interroger la possibilité de mettre en place ce truc. La question, c'est de faire rêver. Il en a vu par un socialiste qui se dit la gauche a vu la perdu. Je sais plus qui me disait, mais quand j'ai vu, tu sais, il y a 3 mois, il savait pas ce que c'était l'universel, il s'en foutait complètement. Après, il n'y a pas de justice en politique, hein. On le sait, hein, mais bon. Bonjour, vous avez l'air avec votre panneau là, faire battre le cœur. C'est ça, c'est faire battre le cœur de la France, c'est normal pour défendre la France. Et d'ailleurs c'est amusant, il met toujours la main sur le cœur comme ça, là, comme ça. Oui, parce qu'il est croyant, il croit au Dieu. C'est pour ça qu'il met la main sur le cœur. Tout le monde y sent avec lui, le cœur. C'est le cœur qui compte. C'est pas la religion, c'est le cœur qui compte. Il met tout le temps la main sur le cœur comme ça, c'est nouveau non? Ça date de cette campagne, il le faisait pas avant. J'ai l'impression que c'est nouveau. C'est un peu le sens de faire battre le cœur de la France. Donc oui, en termes de gestuelle, j'ai l'impression qu'il a fait ça, oui. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Je vous retrouve avec plaisir à 22h. Le jeudi, vous le savez, c'est Parole de jeunes. La parole est donnée à de jeunes responsables politiques ou associatifs sur les thèmes de la campagne présidentielle. À demain donc. Belle fin de soirée en notre compagnie.